TAD. On est à l'antenne, mon magnétophone marche parfaitement, la bande défile et nous nous retrouvons pour un podcast discographie à la série que vous aimez tant. Et on va s'attaquer à une pièce maîtresse de la carrière solo de Paul McCartney et les Wings en l'occurrence. On y reviendra plus tard parce que le terme de Wings est un peu particulier sur cet album. Et pour parler de Ben on the Run, je reçois mon ami préféré, Benjamin Durand. Bonsoir Benjamin, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, je vais d'autant mieux maintenant que j'ai ce titre honorifique qui me pèse lourd sur les épaules, mais dont je vais essayer d'être digne. En tout cas, très présent sur cette émission, ce petit programme que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses surtout, oui, à écouter. Donc, Ben on the Run, est-ce que tu peux pas nous rappeler un peu le contexte dans lequel se fait l'album, enfin où en est Paul McCartney? Il sort d'abord la musique de James Bond avant d'avoir ce projet. Bah oui, et puis on est en 73, Oui. année où il a déjà publié un disque, Red Rose Speedway, Ouais. qui l'avait quand même déjà assez copieusement remis sur les rails après le semi-échec de Wings Wildlife, qui avait de quoi un peu inquiéter les choses, les gens, enfin non, de par son accueil critique très mauvais et de par aussi des ventes Moyenne. assez décevantes. Hein. Moi j'aime beaucoup le disque, je sais que toi aussi, donc là n'est pas la question. Mais oui, en 72, ils font la tournée des universités. Ils publient aussi deux singles assez ubuesques dans leurs différences, parce qu'il y en a un qui est censuré par la BBC, Give Ireland Back to the Irish. C'est en 72, ça. En 72, Ouais. et juste après, il publie cette comptine méga mièvre, etc., mais qui est une chanson qu'il avait fait pour ses enfants, en fait, mais bon, les gens comprennent pas trop, qui s'appelle Mary Had a Little Lamb. Ah oui, tout à fait, ouais. Et donc, voilà, Red Rose Speedway sort, avec un accueil critique, là encore un peu timoré, mais là Un peu par mieux contre, quand même qu'O Life. franchement, les gens sont pas super convaincus, mais il y a un tube, Ouais. My Love, qui va quand même Ouais. vachement aider les choses. Et donc l'album se vend assez bien aux Ouais, se vend États-Unis. mieux, ouais. Voilà, donc c'est un petit peu la. Et puis évidemment, oui, James Bond, surtout que c'est un James Bond qui marche très bien. C'est le premier James Bond où le personnage est incarné par Roger Moore. Et le film a beau être un peu ridicule. Ouais, Live and Let Die, en plus, c'est quand même les retrouvailles de Paul McCartney avec George Martin. Ouais. La première fois où vraiment, même si George Martin avait fait quelques orchestrations sur RAM, sur les parties orchestrales, Backseat of My Car et Long Haired Lady, mais là c'est une vraie collaboration vu que George Martin est en fait l'auteur de tout le score du James Bond. D'accord. John Barry étant indisponible pour des raisons d'impôts, comme souvent dans les années 70. Ouais. Voilà, donc là, Est-ce que tu penses que le fait que du coup il remonte un groupe et qu'il l'officialise vraiment, qu'il a envie de refaire un groupe et tout, et il est pour quelque chose dans le désamour des gens à l'époque pour les albums, le fait que ça s'appelle plus Paul McCartney, que ça s'appelle Wings, est-ce que ça peut jouer peut-être que les gens, enfin c'est la question que je me pose, est-ce que les gens comprennent pourquoi il veut refaire un groupe et est-ce qu'ils comprennent le projet Wings quoi? Est-ce que ça peut être une des clés du désamour des gens pour ces deux albums? je sais pas, mais on a pu en parler sur d'autres sujets avant. Je crois que vraiment, on ne mesure pas assez. Je crois vraiment que l'époque du succès des disques est vachement conditionnée à l'âge des gens et tout ça. Ouais. C'est une époque où vraiment les modes et les trucs, ça bouge vachement vite. Et une fois de plus, en Angleterre, il y a vraiment le glam rock Ouais. à ce moment-là qui bouscule vraiment les choses, etc. Donc la musique progressive et tout ça. Donc mine de rien, on est sur un spectre quand même très très large et des tribus d'auditeurs de musique qui deviennent de plus en plus dissemblables. Un truc aussi mainstream, etc., en fait, a pas forcément, Ça passe au second plan, à quoi. moins d'avoir une chanson Ouais. super forte, d'où l'exemple My My Love Love, qui ouais. lui redonne du truc, etc.
Mais si tu fais quelque chose de mainstream, mais sans vraiment un vrai tube et tout ça, les gens comprennent Ouais, ça pas passe trop, au quoi. second plan et Voilà. du coup, dans la Voilà. pléiade d'albums qu'il a acheté, Voilà. on préfère acheter un Led Zepp Voilà. Voilà, bah oui. ou autre chose, ou un nouvel artiste qui n'est Voilà. pas issu des années 60. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, si tu n'as pas un nom qui est suffisamment identifié, ou si tu fais pas des vidéos, ou si tu n'as pas une présence sur scène très exubérante, si t'es pas à la tête si t'es pas à la une des journaux par cette exubérance en permanence, euh, bah ouais, si tu fais pas de tube, le statut d'ex-Beatle Ouais, te donne, poursuit, te ouais. donne un titre un petit peu de has-been. Ouais. Si t'as pas un tube derrière qui prouve que tu es encore à la page, quoi. Surtout que, comme tu disais, la tournée de McCartney de cette époque-là, c'est vraiment une tournée des universités que peu de gens ont vue et dont Alors, en qui est très peu Angleterre. relayée, oui, qui est très peu relayée par les médias. Il n'y a pas d'image même d'archives de tellement de ça, très peu. C'est vrai, pas des masses, mais bon, ils sont aussi sur une économie assez réduite. Et en plus, à l'époque, McCartney est encore dans un processus de récupérer son argent des Ouais, Beatles bah, qui il est ont encore parti en plein procès, gelé. ouais. Donc voilà, l'argent dont il dispose, c'est vraiment l'argent qu'il a des ventes des disques des Wings et tout ça, quoi. D'accord, donc Donc, peut-être pas grand-chose encore. Il n'a pas Enfin, il a pas les moyens d'avoir des équipes télé, etc. Donc oui, c'est vraiment c'est un peu le contexte assez intéressant en fait dans lequel tout ça, ça se passe. Du coup, c'est vrai on peut lire ici et là que Paul McCartney est un peu en une mini crise de confiance, hein, tout est relatif. C'est pas le Paul McCartney très sûr de lui de Sgt Pepper qu'on retrouve là en 73. Il est plutôt dans le doute par rapport à ses deux échecs relatifs des deux premiers albums. Et il va avoir... Je pense que Oui, My oui. Love et Live and Let Die. Mais il était moins confiant quand Geoff Emerick le retrouve pour justement Ben on the Run. Il retrouve un McCartney qui est moins confiant, enfin qui a toujours plein d'idées, etc., mais qui est moins, qui est plus à l'écoute en fait des conseils des uns et des autres, etc. Dans le cas de Emmerich, je peux comprendre ça parce que Oui, il passe d'Abbey Road à voilà, ça. et puis surtout il passe du cadre tout puissant et intouchable des Beatles avec Lennon comme mine de rien comme espèce de garde-fou, plus George Martin qui encadre le tout, donc Ouais. je peux difficilement Même si faire meilleur c'était confort, moins quoi. le cas sur Abbey Road, c'est vrai. Mais donc du coup, il est un peu avec le groupe qui a enregistré Red Rose Speedway, ils sont en Écosse, et McCartney se dit, allez, on va aller enregistrer dans une des destinations un peu exotiques. Donc il regarde sur une carte un peu tous les studios EMI au monde, et son choix se porte sur Lagos au Nigeria, quoi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe, je pense, se barre parce qu'ils ont peur d'aller là-bas, non? Enfin, comment ça se fait qu'il n'y ait que Denny Lane qui finalement part, hein, qu'est-ce qui fait que tout le monde, enfin, qui part au Nigeria, finalement il se retrouve à 3, ça on va voir après, mais pourquoi tout le monde le plaque là? Ça se passe mal les répètes en Écosse? Oui, non, après il y a les questions de caractère et puis je crois aussi des questions d'argent. Les musiciens étaient très mal payés. Ouais, ça c'est toujours été le cas. Dennis Sywell quand même qui est le batteur américain depuis les sessions de Ram. Ouais. C'était avant un session drummer américain. En plus, lui, il a en plus le côté psychologique du mal du pays. Ouais. Il est d'ailleurs que les Wings retrouveront avec leur batteur, enfin pas directement suivant, mais le batteur des années Wings Over America, Joe Joe English, ouais. lui aussi, ça sera la même chose. Mais oui, Dennis Sywell, tout bêtement, lui, ça le fait chier d'être perdu dans une ferme pourrie, mais dans une ferme au fin fond de l'Écosse à gagner beaucoup moins que s'il était tranquillou à New York Ouais. avec ses proches à proximité et à faire des sessions de drummer, quoi. Donc, Parce que lui se tire et puis les autres aussi. Henry McCulloch, lui, qui avait un caractère, mais qui lui aussi était quand même, il était irlandais, lui. Mais il avait un mauvais caractère et il aimait pas. Il prenait vraiment assez mal le fait d'être trop dirigé par McCartney. Ouais. Et puis je crois qu'il était un peu bourré tout le temps aussi, donc ça n'aidait pas à ce que ses idées soient forcément très très claires. Donc lui aussi, c'est pas très Jette l'éponge. c'est pas très compliqué pour lui une engueulade de trop et puis d'estimer que McCartney c'est un connard de milliardaire qui paye pas ses musiciens. Peut-être qu'effectivement il est terra, mais en même temps je peux aussi comprendre en connaissant le contexte que C'était pas sa période où il avait le plus de pognon. voilà, Ouais. tout à fait. Du coup, quand même, moi je pense qu'il faut rajouter aussi le fait que l'idée d'aller enregistrer dans un pays d'Afrique en 73, parce qu'il faut s'imaginer ce qu'est le Nigeria en 73, ça a dû les conforter dans le choix de partir, hein.
Non, mais ils ont dû trouver ça loufoque Ouais, et puis absurde et puis qu'ils n'avaient pas envie de s'emmerder à aller là-bas, tout simplement. ouais, Je ouais, c'est pense ça. que c'est l'espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase quelque part. Donc du coup, on parlait de Geoff Emerick parce que McCartney rappelle Geoff Emerick puisque maintenant Apple est en train de finir, enfin que Geoff Emerick ne bosse plus pour Apple et qu'il a rejoint la bande de George Martin, les studios R. Et du coup, là tout de suite, il le rappelle, il lui dit est-ce que tu veux bosser sur l'album et sans réfléchir, Emerick il dit bah bien sûr, pas de souci. Et là, il se retrouve donc à partir finalement en bande réduite à 4, Linda, Paul plus Linda, plus Denny Denny Lane. Lane et donc Geoff Emerick. Hmm. Et là, alors, bah, ils arrivent à Lagos et bon, ben voilà, l'état de la ville choque un peu Geoff Emerick, il en parle très bien dans son livre, où c'était complètement la zone. Hein, il a vu des lépreux pour la première fois, il y avait des insectes, si bien que lui, au bout de quelques jours, il supporte pas d'être dans la maison qu'avait loué McCartney et du coup, il préfère rester à l'hôtel. Et surtout, ils découvrent le studio qui est quand même assez vétuste. Ils sont obligés même de construire des cabines d'isolation, des murs d'isolation, quoi, parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'apparemment, dans ce studio, les musiciens nigériens venaient enregistrer live et il n'y avait même pas de. Il y avait même sur la console, je crois qu'on pouvait écouter que 2 pistes à la fois. Enfin, c'était vraiment des conditions un peu rudimentaires, entre guillemets. Et du coup, c'est ce qui va peut-être faire la force et unir toute cette petite troupe pour faire un album bah, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur album des Wings, hein, Benjamin. Oui, oui. Bah oui, tout à fait. Non, oui, de l'adversité. De toute façon, c'est ce que McCartney a dit à de nombreuses reprises dans des interviews diverses, c'est que se voir lâcher comme ça, lui en plus, je pense que il a toujours aimé le challenge, et à la fois le challenge de montrer aux musiciens qui partaient qu'ils étaient capables de faire un album qui aurait beaucoup plus du succès que les albums qu'ils avaient eu avec eux, et en plus de leur prouver que musicalement, que lui était capable largement de les remplacer Ah oui, à la batterie, aux guitares et tout ça. parce que c'est McCartney qui fait toutes les batteries, hein, Tout à fait, oui. donc c'est assez incroyable. En plus, petite anecdote, au bout d'une semaine, McCartney se fait braquer par une bande et il se fait piquer absolument toutes ses démos et du coup bon bah il y a des bouts de trucs dont il se souvient mais il décide de réécrire des choses sur place. Du coup bon on ne sait pas vraiment ce qu'il avait déjà préparé, s'il a vraiment réécrit des chansons. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette ambiance pas évidente au départ que se lance l'enregistrement. Bon, après l'album, comment on peut partir peut-être par morceau, quoi. L'album s'ouvre sur, si je dis pas de bêtises, sur Ben on the Run, hein, c'est bien ça. Bah donc, voilà, La métaphore de la situation, voilà, tout quoi. à C'est fait. la situation qui l'a inspiré ça, c'est sûr. Et bon, bah, qui est une espèce de happiness is a warm gun, Ah ouais. dans le sens où c'est un collage Ah ouais, oui. de 3 chansons, et c'est quelque part 3 chansons, 3 ambiances, Ouais, quoi. c'est une espèce, petit opéra, un petit recueil de 3 chansons différentes Une suite. collées les unes. Ouais, une suite, voilà, tout à fait. Qui est assez magnifique. Ceux qui n'aiment pas trop McCartney reprochent un peu les sons de synthé qui sont peut-être un peu datés, qui n'ont pas forcément bien vieilli. Bien sûr. C'est le cas sur le morceau suivant Oui. aussi, Jet. Bah, en plus, Et c'est joué par Linda, qui cristallisait beaucoup de rancœur oui, à l'époque. oui, c'est joué par Linda, et puis effectivement, c'est des sons de synthé qui étaient, enfin, c'est l'état de ces claviers-là de l'époque, qui étaient, et puis Linda n'était pas du tout une experte pour maîtriser ça parfaitement, donc bien sûr que ça a un côté, mais bon, ça, après, oui, bah, si on n'aime pas le son daté, on n'aimera pas forcément ça et tout. Mais bon, de toute façon, le son n'est pas la qualité première de ce disque, puisqu'une nouvelle fois, Geoff Emerick a sauvé un peu les meubles, mais les conditions d'enregistrement de la plupart des choses à Lagos étaient vraiment déplorables. Et évidemment, même revenu à Londres, où beaucoup de choses ont été refaites, Ouais. etc., ça restait Ouais, le difficile, son, sans dénaturer ce qui avait été fait, de repasser directement sur tout. Bah, l'autre anecdote géniale, vu qu'on passe sur la deuxième, sur Jet, c'est carrément que Geoff Emerick a effacé la prise brute de Ouais, Jet. de Lagos, c'est pour être Ouais. entièrement réenregistré, Ouais. effectivement. Jet, c'est pareil. Les 2 premiers morceaux seront des fers de lance de ces concerts jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Mais On the Run est vraiment un succès. Ça m'avait étonné la première fois que j'ai vu McCartney, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, à l'Olympia,
Moi, je connaissais pas le morceau parce que je m'intéressais pas à la carrière solo de McCartney. Et c'est incroyable ce que, notamment la troisième partie est fédératrice et les gens, enfin, c'est un immense tube en fait finalement, Ballad of the Bien Run. sûr, ah bah Ça, oui. c'est lié à quoi que ça soit un tube parce que c'est pas un single, mais ça a été quand même dans ses compiles peut-être. Enfin, Compile, et puis bah, l'album là a été vendu à énormément. Enfin, c'est le disque qui a été le plus vendu aux États-Unis en 74, tout simplement, Band on the Run. c'est 74 Ballad of the Run? Non, c'est sorti fin 73. Ouais, Donc d'accord. il Oui, s'est vendu en oui, oui, 74. ok. Donc ça a été le disque le plus vendu en 74, etc. Et, bah, et puis une fois de plus, c'est une espèce d'hymne de toutes les radios locales. C'est un album qui est beaucoup passé sur les radios. Donc voilà, non, c'est un vrai classique des années 70, surtout aux États-Unis, quoi. Enfin, c'est pour ça que notamment, je me souviens à l'époque de l'anniversaire, enfin de la Réédition. réédition de Band on the Run, genre en 2010, je Ouais, crois. ouais, il y a quelques années. Ouais. Dave Grohl intervenait beaucoup, et puis en plus il y avait une tournée des Foo Fighters à l'époque, et je crois qu'il était venu faire des trucs sur scène avec McCartney ou je sais pas quoi, et c'était sur Bell on the Run qu'il voulait chanter parce que lui c'était la chanson de son enfance, quoi. Ouais, d'accord. Donc vraiment un album qui a beaucoup plu aux Ouais, ouais. Américains et qui ouvre vraiment le marché Ah bah complètement. définitivement à Ouais, Paul ouais, non, c'est McCartney vraiment- avec c'est- les Wings, quoi. Ça lui donne une dimension comparable à celle de Led Zeppelin, quoi. Ah ouais, ouais, d'accord. c'est vraiment un succès assez comparable. Donc Jet, qu'est-ce qu'on peut dire de morceau? Le thème, ça te parle de quoi finalement, Jet? C'est Euh, assez incompréhensible ce texte pour moi. Bah, ouais, je pense que c'est pas forcément mais c'est un truc, il y a deux, trois trucs de féminisme dedans, c'est sur une femme libérée, il me semble, hein, D'accord. plutôt, donc voilà, enfin bon, ça n'a pas un grand intérêt Oui, oui. Oui. sur le plan narratif, mais c'est plutôt des images, des collages de mots, des assemblages Et de... je trouve que sur ce morceau, on sent vraiment que le morceau aurait pu être mieux enregistré, même si, comme tu disais, ça a été en partie, la partie de la gauche a été effacée, mais le Mm. son est pas, pète pas vraiment. Il faut quand même Non. mettre un bon volume pour apprécier, hein. Mais elle n'a pas été enregistrée à Londres, hein, c'est une deuxième copie en fait. D'accord, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, t'as raison. C'est C'est ça. une deuxième copie. C'est pour ça que le son, on se dit Voilà, que- c'est pour ça. Alors bien sûr, Emmerich est fabuleux parce que, enfin fabuleux, il redonne ce son de basse génial et la basse n'a jamais été mixée autant en avant que sur ce disque, Mm. quoi. Le travail de McCartney est absolument exceptionnel sur tout le disque et sur Jet Mm. aussi notamment, hein. Mm. La basse est omniprésente. Et après on arrive sur le troisième titre que moi j'adore, encore une histoire d'oiseau, Mm. c'est pas la première fois. Après New Bird Can Sing, Blackbird, voici Bluebird, où il y a un solo de saxophone, Owe Casey, c'est ça qui est, De Liverpool. de Liverpool, Un musicien de Liverpool qui a fait que je ça connaissais en de l'époque une- de la caverne. qui fait ça en une prise, hein. Mm. D'ailleurs une prise, et moi j'adore ce morceau, Bah, qui était d'ailleurs repris dans le set acoustique de la tournée Wings Over America et Over Europe aussi. Super chanson, mais je pense que les détracteurs de McCartney trouvent que c'est encore une petite chanson un peu, je pense, un peu à la con, quoi, un peu... Bah ouais, enfin, je sais pense pas, que moi je trouve ça c'est- sublime. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à partir justement, je pense qu'à partir de Bell on the Run, c'est vraiment l'album où McCartney va avoir un auditoire qui fait abstraction des Beatles. Il l'écoute, c'est la première fois qu'il est écouté par des gens qui ne l'écoutent pas parce que c'est un ancien Beatles. C'est un peu Et en comme fait- NJ pour les Stones avec God Save Soup, c'est un nouveau public qui découvre McCartney. Bah oui, mais McCartney a un gros avantage par rapport aux Stones, Ouais. c'est qu'il s'appelle McCartney et les Wings, Et oui, et c'est qu'il s'appelle ça. pas Beatles. Bah oui. Avec les Stones ont toujours quelque Ouais, part t'as le raison. fardeau d'un nom, d'une marque derrière eux tandis que McCartney, de toute façon, c'est ce qu'on dit très souvent, c'est que dans les concerts des Wings, les publics des concerts des Wings dans les années 70, il y avait une vraie division entre les gens qui venaient voir les Wings, qui Ouais, étaient vraiment des fans des Wings et qui connaissaient limite pas les Beatles, ouais, ouais. et les gens qui venaient voir l'ex-Beatles Paul faire deux, trois chansons des Beatles. Ouais, parce que à l'époque, faut quand même préciser qu'il joue très très peu de morceaux des Beatles, Voilà. 4 ou 5 quoi. Et donc moi je pense que cette situation était particulièrement réelle aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis il y avait beaucoup de gens qui allaient voir qui achetaient les disques des Wings et qui allaient voir les Wings sans connaître vraiment les Beatles. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en Europe il y avait à mon avis un public Ouais. qui était beaucoup plus composé de nostalgiques des Beatles. Ouais, peut-être des gens qui avaient. Parce que c'est la même année que sortent les compiles bleu et rouge, hein, il me semble, c'est en 73, donc tout ça arrive un peu
au même moment. Donc après on déboule sur Mrs. Vanderbilt qui est un peu, je sais pas, Obladi Oblada numéro 2. Est-ce que Non. non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Le oui, enfin, côté, bon, bref, oui, oui, Vazao aussi, oui. on peut, mais non, mais enfin, mais bon, oui, oui, enfin, si tu veux, mais en tout cas, et, là-dessus, voilà une chanson qui tire parti de l'ambiance de Lagos, je pense. Et puis là, ou là encore, une histoire un peu surréaliste. Moi, je pense que dans l'écriture, vu que tu parlais de l'écriture des Mm. paroles, etc., là, il y a dans beaucoup de chansons, on sent vraiment qu'ils fument vraiment beaucoup d'herbe, Ah etc., oui, parce ça. que il y a vraiment beaucoup d'écriture automatique, mais c'est très ludique en même temps aussi. Oui, Mais bon, ça n'empêche pas, hein, mais bon, ouais. c'est pas sur cet album-là que McCartney cherche à se mesurer à Bob Dylan, c'est clair, hein. Mais alors, à propos de fumer, pas que de la marijuana, mais beaucoup de cigarettes aussi, il y a quand même un incident Mm. qui est quand même assez étonnant quand on y repense. C'est que McCartney, à un moment dans le studio, fait un malaise et carrément transporté à l'hôpital en urgence parce qu'il est victime, pas d'une crise cardiaque, parce que Linda avait peur qu'il soit en train de faire un arrêt cardiaque, mais en fait, il a été victime d'un trop-plein de fumée. Et en fait, je sais plus le terme exact, mais en fait, il s'est bloqué les poumons, quoi, tellement Mm. qu'il fumait à l'époque. Et ça a été une catastrophe, quoi. Enfin, pendant 24 heures, tout le monde a cru que McCartney était en train de mourir. Donc, il y a autre chose. Là, tu parlais de l'ambiance Lagos que tu ressentais dans Mrs. Vanderbilt. Un soir, ils se rendent voir Fela Kuti dans un club. Et Fela Kuti l'agresse en lui disant ouais, t'es venu au Nigeria pour nous piquer notre musique, piquer nos rythmes, etc. Ça va pas le faire. Donc McCartney est un peu déçu, enfin, il comprend pas trop ce qui se passe. Et du coup, il invite Kuti au studio qui viendra constater par lui-même que des morceaux comme Mrs. Vanderbilt ou Jet n'avaient rien à voir avec l'influence nigériane. Et du coup, après, ils lui ont un peu foutu la paix. Mais enfin, c'est quand même une ambiance un peu menaçante en permanence, hein, qui se passe, hein. Et on arrive sur la fin de face, Let Me Roll It, qui est ouais, j'arrête pas de dire les suites, ça t'énerve quand je dis ça, mais ça se rapproche un peu d'O Darling, je trouve, moi, dans le même veine, un espèce de morceau soul qui est magnifique. Moi, j'adore ce morceau. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, moi aussi, mais oui, bah puis en plus qui a souvent été interprété comme une nouvelle petite pique à John Lennon, hein. On est Ah, encore en 73, donc bah oui, les paroles, en fait, quand tu lis les paroles, voilà, Let me roll it, let me roll it to you. tu crois que ça Euh, s'adressait directement à John? Enfin, ça pourrait être interprété comme tel, en tout cas. je sais pas, enfin bon, en tout cas, beaucoup l'ont dit. 73, il commence à se revoir. Je crois que les fameuses photos des deux avec Kiss Moon, non, ou c'est 74 Ouais, plutôt. je Je crois que pense c'est qu'il plutôt y a cette 74. fameuse jam avec Stevie Wonder et tout Ouais, ça. ouais. Je crois que À c'est LA, non? 74. Ouais, c'est ça. Oui, bah Ouais. oui, pendant le Lost Weekend. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, du coup, on passe sur la phase B. Mamounia, qui est une Mm. petite chanson bon, qui est pas la meilleure de l'album, hein, mais qui est illustrée par un clip assez ridicule dans les McCartney Years. Mm. Qu'est-ce que t'as pas grand-chose à dire sur Mamounia? Enfin, non, mais c'est chouette, quoi. Ouais, d'accord, super. No Worlds, qui est le seul morceau pas Ouais, écrit par McCartney, ouais. enfin, qui est coécrit avec Danny Ouais, Lane, en fait, avec c'est ça. Danny Lane, super chanson. En plus avec les cordes qui font leur apparition. Les cordes d'ailleurs, c'est jamais assez souvent. D'ailleurs, il en avait pris un peu ombrage, mais c'est jamais assez souvent souligné les cordes qui sont arrangées par Tony Visconti, quand même. D'accord, ah bah tu vois, je savais pas. Tony Visconti, que Paul McCartney connaissait très très bien, puisque Tony Visconti était producteur maison chez Apple Au début? dès les premières années. Ah, C'est c'est pas avec lui lui qui qu'il a bosse sur bossé Mary Hopkins? sur Mary Hopkins, Ouais, et c'est sur ça. Badfinger. Voilà, tous ces trucs-là, c'est Tony Visconti qui a produit ça. Et donc Tony Visconti, depuis, à l'époque, c'était vraiment un petit gars de Brooklyn qui arrivait, qui était bien content de se faire engager chez les Beatles. Et entre-temps, il a connu le succès avec T-Rex. Ouais. Et donc McCartney le rappelle un peu en catastrophe quand il est en train de finir l'album à Londres après le voyage à Lagos. Et donc c'est Tony Visconti qui va vraiment tout réarranger le disque Ah, et c'est pas que s'occuper des sur No parties de Worlds. cordes. C'est-à-dire que les parties de cordes, par exemple, sur. Sur 1995 Ouais. et sur Picasso's Last Words aussi, Ouais, hein, dont on va parler. toute la séquence depuis. D'ailleurs, je pense que c'est surtout voilà,
la chanson de Visconti, c'est surtout le montage qu'il fait sur Picasso's Last Words. Enfin, c'est vraiment une production Jeff Emerick, Tony Visconti, ça. Du coup, tu peux nous raconter un peu l'histoire de Picasso Last Word? Il est avec un acteur dont le c'est nom assez m'échappe. connu, non? Ouais. McCartney était en vacances, ça devait être en Jamaïque ou à la Barbade, je sais plus. Ouais. Et en fait, il apprend que le tournage du film Papillon se tourne là. Et donc, dans Papillon joue Steve McQueen et Dustin Hoffman. C'est Dustin Hoffman. Et Voilà. il décide d'aller leur dire bonjour sur le tournage. Et Dustin Hoffman, en plus j'imagine complètement la scène, Dustin Hoffman qui a des grands yeux par rapport à McCartney, qui voit ses paroles et qui lui dit ah ouais, moi je trouve ça assez fantastique le don que tu as de pouvoir écrire comme ça, etc. Mais est-ce que ce don, ça pourrait vraiment aller à, je sais pas, je te file un journal et tu es capable d'écrire une chanson là-dessus, etc. Et McCartney lui dit ouais, pourquoi pas, et puis il lui tend un journal, et en fait il se trouvait que cette rencontre avait lieu au moment de la mort de Picasso, donc en 73, et le titre de l'article c'est Picasso's last words were drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Ouais, bah, c'est Et exactement ça. Ouais. McCartney lit ça, trouve vraiment une vraie accroche là-dedans, et il commence direct à la guitare, drink to me, drink to myself. You know I can't drink anymore. Et là, Dustin Hoffman, les yeux écarquillés, mais il est vraiment trop fort, mais c'est incroyable et tout ça, machin. Et donc McCartney, ça l'amuse tellement que Dustin Hoffman lui a fait ce numéro-là, qu'il a décidé de garder le truc. Et puis, effectivement, après, ça part sur un espèce de loop assez, là encore, très Brian Wilsonien, hein, on dirait. Là, on en parlait sur RAM de l'influence de Wilson. C'est très rigolo quand même quand on parle de l'écriture de Brian Wilson qui devient très cubiste à la fin des années 60 et que du coup McCartney fait une espèce de montage pop cubiste sur un morceau qui parle de Picasso. Alors sur la version américaine, il y a Helen Wills qui n'est pas sur l'album normal. Chanson très rigolote. Hein. Ouais, Helen Wills qui est l'équivalent d'un Route 66 pour les routes anglaises, c'est un peu ça, on peut dire ça voilà, comme ça. C'est ça. Et ce qui a aussi en dit long quand même sur l'état d'esprit qu'était McCartney au début des Wings, etc. Vraiment pas du tout se considérer comme une superstar, etc. Et voulait vraiment revenir à quelque chose d'un peu terre basique, à terre ouais. et assez racines, d'où la tournée, très très anglaise. Ça, c'est vraiment très très intéressant quand même. Et du coup, Helen Wills, comme en Angleterre, tu pouvais l'avoir, c'était un 45 tours? Oui, tout à fait. D'accord, c'était une face A? Face A et face B, j'adore cette chanson Country Dreamer. Ah oui, c'est ça, ouais. Et là, bien sûr, la fin de l'album, un des grands chefs-d'œuvre de McCartney aussi. Qui a été longtemps un espèce de truc d'initié, quoi. Enfin bon, même si l'album, même si Band on the Run, c'est énormément vendu, etc. Mais là aussi, pas sorti en single, jamais sur des compiles, jamais reprise en live, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est ça. pour que ça devienne. Et continue encore à le faire. D'ailleurs, on va voir mercredi McCartney qui va jouer ça. Et là, vraiment, la performance vocale sera peut-être pas à la hauteur de ce qui est sur le disque, parce que là, il est absolument incroyable. Et je vous invite d'ailleurs, si vous pouvez vous procurer la version de luxe de Bell on the Run, de voir cette version quasiment uniquement piano qu'il fait dans les studios Abbey Road. Le film s'appelle One Hand Clapping, et on le voit en live à Abbey Road interpréter les morceaux de l'album en partie. D'ailleurs, c'est quasiment que Bell on the Run qui joue dedans. Il y a Jet, Bell on the Run, peut-être qu'il refait je sais plus quoi. Mais si, il fait Maybe I'm Amazed. Ah, il fait Maybe I'm Amazed aussi. Donc voilà, l'album qui finit là-dessus, mais ça, 1995, super chanson. Je sais pas comment on pourrait décrire le style de cette chanson, c'est un peu boogie. Oui, c'est ça, c'est une espèce de. C'est un côté un peu. C'est un côté un peu vaudou, tu vois. Je pense que c'est. Boogie voodoo. Ouais, c'est un peu ça, un peu, ambiance un peu Nouvelle-Orléans. Alors c'est rigolo parce que l'album suivant, Venus and Mars, sera enregistré à la Nouvelle-Orléans. Mais il a peut-être été inspiré en ça par l'ambiance justement de Live and Let Die, du James Bond Live and Let Die, qui se passe beaucoup Jamaïque, Nouvelle-Orléans, etc. Donc le Nigeria par là-dessus, effectivement, je pense que tout ce mélange, tout ce cocktail un petit peu d'influence
de musique de trance, on va dire, Ouais. auquel il a été assez, parce qu'il a aussi fréquenté les concerts de Fela Kuti. Et d'ailleurs, Du coup, il dit souvent d'ailleurs qu'il n'a jamais été au milieu d'autant d'herbes ah bah, que au sein puis à mon avis, elle devait être bien forte. que Hein. dans le public Ouais. de De ces clubs-là. Fela Kuti, oui, bah, qui sont mythiques. Enfin, bon, D'ailleurs, pour revenir là-dessus, donc Ginger Baker avait déjà ses studios là-bas à Lagos. Et il a beaucoup insisté d'ailleurs pour que McCartney quitte EMI, le studio, pour venir dans ses studios. Finalement, il n'y aura pas de suite, il restera à EMI. Mais Ginger Baker, on peut l'entendre sur Picasso de la Sword. Hein. C'est lui qui fait quelques percussions. Donc ça, c'est assez marrant. Et puis voilà, l'album se termine là. Et bien bon, voilà, gros succès, Grammy Awards, du meilleur album. De l'album le mieux enregistré pour Geoff Emerick, l'album de l'année pour McCartney. Enfin voilà quoi, un album. Finalement, je trouve, je sais pas si en Europe, il a un peu été redécouvert ou en tout cas encensé qu'au début des années 2000, un peu comme Ram, non? Pendant des années, les gens disaient ouais, McCartney, oui, il a fait beaucoup de choses à chier. Après, bien assez sûr. injustement, je trouve. Mhm. Pourquoi? Parce que les gens ne s'y étaient pas intéressés. Et du coup, là, ils se rendent compte, des années après, avec du recul, qu'en fait, c'était quand même. Bah, Putain McCartney a juste toujours eu très mauvaise presse en Europe et puis après l'assassinat de Lennon n'a fait qu'amplifier ce ah, phénomène c'est horrible. et c'est vrai que au moins enfin c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois cet album a vraiment eu une vraie vie, une vraie identité aux États-Unis par contre complètement indépendante de l'incarna- de l'impact des Beatles. Donc Ouais, c'est sa grande chance quelque part. ouais, c'est ça. Donc et Parce que ça, les Wings est vraiment un groupe majeur aux États-Unis. C'est oui. vraiment important. Au-delà de Paul McCartney, c'est Ah ça bien sûr, qui est bien pas. sûr. Du coup, c'est étonnant d'ailleurs qu'il tourne pas pour cet album parce que finalement, il tournera qu'en 75. Oui. Enfin, je dis ça, il y a peut-être pas de raison particulière. Peut-être qu'il avait envie de faire le suivant tout de suite, mais ça n'a pas débouché sur. Ça n'a pas vraiment été le cas, mais non, mais je pense que 73-74, là encore, je crois que 73, c'est les premiers moments de résolution des conflits juridiques au sein des Beatles. À mon avis, la principale raison pour laquelle ils ne tournent pas, c'est Ouais, celle-là. voilà. Bon, bah, C'est bonne vraiment le réponse. moment où, parce que non seulement il y avait les conflits juridiques au sein des Beatles, mais c'est aussi le moment où Apple se termine. Ouais, ouais, complètement. Et donc McCartney D'ailleurs, a géré ça, a tenu à gérer ça, etc. Et a dû se rendre disponible pour ça. Il y a la fameuse anecdote comme quoi les papiers de séparation des Beatles sont transmis à Lennon alors qu'il est en train de visiter Disney World ou Disneyland en Californie. Voilà, Lennon était complètement dans plein milieu de son Lost Weekend, ah ouais, était puis. complètement déconnecté. Ouais, ça c'est. Ouais. Mais je pense que McCartney, la raison pour laquelle il ne tourne pas en fait en 74, c'est celle-là. C'est parce que il savait qu'il y avait Apple, la dissolution d'Apple et les papiers contractuels des Beatles qui devraient aller aux tribunaux. Et il fallait qu'il soit disponible en Angleterre pour ça. Donc il règle ça et c'est ensuite qu'il part aux États-Unis. Et puis surtout, il y a aussi une autre raison toute bête, c'est que s'il peut enregistrer un album en jouant de la batterie, etc., sur un album, pour être en tournée, il faut qu'il ait un groupe. Et vu qu'il n'avait pas de groupe à ce moment-là, Faut prendre le temps. il faut déjà qu'il prenne le temps d'auditionner des musiciens, etc. Tout à fait. Et ça sera fait après. Et donc, ouais, juste pour dire un petit complément par rapport au procès, il faut quand même dire haut et fort que McCartney a littéralement sauvé l'Empire Beatles, même si à l'époque on voyait que le côté, tu te rendais compte, il attaque ses trois potes en justice. C'est grâce à McCartney en fait que l'Empire a été sauvé et qu'il peut continuer aujourd'hui Bah, de toute façon, à être libre par rapport au public, ouais, à ce qui sort, quoi, à ce qui sinon, ressort. si vous voulez avoir une idée de ce que seraient les Beatles si McCartney n'avait pas fait ça, vous pouvez regarder un très bon exemple, un groupe qui a eu son petit succès dans les années 60, qui s'appelle les Rolling Stones, et qui aujourd'hui qui a été dépossédé des droits de ses chansons, de ses masters pour les années concernant les années Les plus 60. intéressantes. Voilà et cet homme-là qui a dépossédé les Stones de toutes ces bandes et de tous ces droits d'édition. C'est le même qui voulait faire la même chose avec les Beatles et Paul l'en a empêché. il y serait Finalement. parvenu si McCartney n'avait pas fait cette action en justice. Donc ça, c'était vraiment important de le dire. Et en plus, c'est Jagger qui avait conseillé aux Beatles d'engager Alan Klein à l'époque où ça se passait déjà pas mal. On l'avait déjà évoqué. Bon, bah écoute, je pense qu'on a été complet. T'as quelque chose à ajouter sur Band on the Run? Nous faire un bisou sinon à nos auditeurs ou... Ah oui.
Voilà, Ah, le bisou, oui. le bisou. Alors faisons ça, on vous embrasse bien fort et on espère vous retrouver très vite dans Ah oui. de nouvelles aventures.